Très bien, alors bonjour à tous. Donc c'est un plaisir d'être aujourd'hui présent à cet événement Emploi Allemagne et de pouvoir m'exprimer sur le sujet du mindset de l'entrepreneur, voilà, qui est une thématique à la fois passionnante, mais aussi, je dois dire, assez vaste et abstraite. Donc je me réjouis de pouvoir partager ma vision avec vous sur le sujet. Je précise juste que je prétends pas ici vous partager une vision unique, structurée, cartésienne, mais plutôt vous amener à réfléchir, à vous poser des questions. Je partagerai aussi des éléments concrets pour que vous puissiez vous poser voilà, les bonnes questions et peut-être ajuster vos manières de travailler et vos manières d'entreprendre. Et je précise que toutes les réflexions que je vais partager avec vous sont indépendantes de vos secteurs d'activité, que vous soyez freelance, indépendant ou entrepreneur. J'affiche maintenant ma première slide. Donc, je propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Mais d'abord avec cette question, est-ce que certains se sont déjà posé la question de ce que signifie le mindset de l'entrepreneur? C'est un terme qui revient assez souvent dans la bouche de celles et ceux qui cherchent qui cherchent à se lancer ou à développer une nouvelle activité, qui veulent se mettre à leur compte, mais qui se posent encore beaucoup de questions par rapport à leur capacité à créer une entreprise ou simplement à devenir indépendant. Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour moi? Est-ce que j'en serais capable? Est-ce que je saurais faire preuve de persévérance, de résilience? Est-ce que c'est un mode de vie qui au final me convient? Bref, est-ce que j'ai le bon état d'esprit pour me lancer? Et pour avoir côtoyé un certain nombre je dirais, de nouveaux entrepreneurs, les mêmes questions reviennent régulièrement. Est-ce que j'ai la bonne idée? Est-ce que j'ai la bonne approche? Est-ce que je suis capable de tenir sur le long terme? Est-ce que je pourrais en vivre? Beaucoup ont vraiment cette appréhension de se lancer dans l'inconnu, de ne pas avoir de feuille de route, de ne pas avoir de référent avec qui échanger. Et un certain nombre se découragent aussi à l'idée de ne pas avoir de méthodologie concrète et je dirais aussi de réflexes de base en entrepreneuriat pour pouvoir se lancer sereinement sans prendre trop de risques. On m'a plusieurs fois posé cette question de savoir si l'état d'esprit entrepreneurial, c'était quelque chose d'inné ou si, au contraire, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille à travers ses expériences professionnelles. Au final, je dirais que c'est un mélange des deux, même si une grande partie, en tout cas pour moi, de l'état d'esprit entrepreneurial se découvre et s'apprend en travaillant, en testant différentes méthodes d'entrepreneurs, en les comparant, mais aussi en faisant preuve un petit peu de proactivité, tout en refusant le statu quo. Et je dirais qu'une des choses les plus importantes quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi, c'est vraiment cette capacité à acquérir ces réflexes de base d'entrepreneur pour savoir comment agir et réagir face à différentes situations, connues ou pas. Voilà, je passe au slide suivant. Avant de poursuivre cette réflexion sur cette notion d'état d'esprit d'entrepreneur, ou de notion d'esprit entrepreneurial, je propose de vous expliquer en quelques mots qui je suis et quel est mon parcours. Donc, je suis Alexandre Milovic, je suis ingénieur de formation et j'ai eu la chance d'avoir ma première expérience entrepreneuriale en 2012 en créant la première filiale allemande d'une société française à Berlin. J'étais en charge de toute la création de cette antenne berlinoise, depuis l'analyse de marché, l'acquisition de clients, le recrutement d'ingénieurs et la gestion d'équipe. En 2015, je suis parti en Suisse pour travailler sur des sujets d'innovation et de transfert de technologie, notamment en faisant le lien entre la recherche et l'innovation. En gros, en quelques mots, je travaillais avec des chercheurs qui développaient des nouveaux concepts dans le domaine des transports pour améliorer les services de mobilité au niveau européen. Et bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, un certain nombre de projets avaient pour vocation à devenir des startups. Et donc, j'ai commencé à me former à l'entrepreneuriat. J'ai cherché à rencontrer voilà, des start-upers qui avaient déjà monté des boîtes, à échanger avec eux, à participer aussi à des conférences, à lire des bouquins. Je voulais vraiment apprendre des méthodes d'entrepreneurs. Je voulais savoir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Je voulais acquérir en gros des réflexes de base d'entrepreneur pour savoir comment réagir dans telle ou telle situation. En 2018, j'ai eu la chance de rencontrer celui qui est devenu mon associé pour monter une startup qui s'appelait Vact. Et on a décidé ensemble de cofonder voilà, un projet pour aider les grandes entreprises à mieux innover, notamment en introduisant des méthodes d'entrepreneurs reconnues et en partageant ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle des best practices. Et depuis 2020, je donne des cours d'entrepreneuriat en France à l'Université Paris-Dauphine. Et d'ailleurs, pendant ce cours, je pose souvent cette question aux étudiants.
est-ce que sur la base de vos idées, de vos projets sur lesquels vous avez commencé à réfléchir, est-ce que vous seriez prêt à investir 1 an de votre vie et à injecter 20 000 euros dans ce projet pour réaliser que l'idée n'en vaut pas la chandelle? Et je leur dis que c'est précisément à cette question qu'on va tenter ensemble d'y répondre à travers des méthodes et des réflexes d'entrepreneurs que je propose de leur partager. Voilà en quelques mots. Donc, je propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je passe à la slide suivante et qu'on réfléchisse ensemble, mais plus en profondeur, à ce que cette notion d'état d'esprit signifie. Est-ce que ça véhicule chez vous, à la façon dont on peut l'appréhender, la travailler et peut-être à la manière dont on peut se l'approprier. Encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. L'idée, c'est qu'on ait vraiment une discussion aussi collaborative. Donc, je vais commencer par cette première question. À quoi est-ce que vous pensez lorsqu'on parle du mindset de l'entrepreneur? À une personne optimiste, déterminée, capable de faire preuve d'ambition, de résilience, une personne sans cesse dans l'action, capable de réagir en connaissance de cause, de prendre les bonnes décisions, de progresser sereinement, tout en étant capable d'analyser le niveau de risque. En théorie de la décision, qui est une théorie mathématique qui a pour objet la prise de décision, c'est un ensemble d'hypothèses, de méthodes ou de notions détenues par une ou plusieurs personnes. Dans les grandes entreprises, on associe souvent l'esprit entrepreneurial à la culture de l'innovation et à l'intrapreneuriat, ce qu'on pourrait définir comme l'entrepreneuriat en entreprise. En gros, pour vous expliquer les choses simplement, dans beaucoup d'entreprises, on cherche à rester, ou en tout cas les grandes entreprises cherchent à rester compétitives, à encourager donc leurs employés à générer des idées en interne pour améliorer des processus, des modes de fonctionnement. Et bien sûr, ces entreprises cherchent à transmettre des méthodes et des façons de penser pour permettre aux salariés d'implémenter leurs idées le plus efficacement possible. Voilà. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est pour vous un entrepreneur? Est-ce que c'est une personne capable de développer des activités commerciales en lien avec des besoins sociétaux, une personne capable d'appréhender l'écosystème dans lequel il évolue, une personne qui ose et qui est capable de prendre des initiatives? Pour la BPI, qui est donc la plus grande banque publique d'investissement en France et qui accompagne déjà depuis une dizaine d'années des créateurs et des gestionnaires d'entreprises, l'entrepreneuriat, ou en tout cas l'entrepreneur, c'est une personne qui agit en toute indépendance, qui est responsable de ses actes. C'est une personne qui n'est pas placée sous la subordination d'une autre personne, qui est libre d'organiser son travail à sa convenance et donc de fixer ses prix et de choisir ses clients et ses partenaires. De quel type d'entrepreneuriat je parle ici? Je parle ici de tout type de créateur ou de chef d'entreprise, que ce soit une personne freelance qui cherche à se mettre à son compte pour offrir par exemple des cours de yoga, d'un indépendant qui veut ouvrir une boutique de vêtements à Berlin, ou d'un entrepreneur qui cherche à monter par exemple un service de consultation médicale par vidéo. Et qu'il s'agisse de reprendre une entreprise existante, de lancer une activité professionnelle en utilisant un business model existant, ou qu'il s'agisse d'une personne qui cherche à créer une entreprise encore dépourvue d'un business model établi. Je reviendrai au passage un peu plus tard au cours de cette conférence sur la notion de business model et sur la différence, je dirais, majeure qui existe entre ce qui caractérise une entreprise et ce qui caractérise une start-up. Donc, je propose maintenant d'introduire une quinzaine d'éléments qui me semblent extrêmement pertinents d'appréhender avant de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui feront l'objet de ce que j'appelle le mindset de l'entrepreneur. Donc, je commence par la gestion des peurs. C'est une des premières inquiétudes que j'entends lorsque j'accompagne des particuliers, des entrepreneurs ou des salariés d'entreprise. C'est vraiment cette appréhension de ne pas savoir par où commencer, de ne pas prendre la bonne décision. Alors, qu'est-ce que j'entends par la gestion des peurs et de quelle peur parle-t-on? Est-ce que c'est la peur d'échouer, la peur de l'insécurité financière, la peur de prendre des risques inconsidérés, la peur de se lancer seul, la peur de ne pas avoir les compétences ou de ne pas savoir faire face? Comme Célia Maury, elle a très justement mentionné il y a quelques mois lors de sa conférence sur la gestion des peurs, je suis convaincu que la peur, c'est un véritable levier dans la mesure où la peur peut devenir pour moi une véritable source d'énergie et constituer un tremplin supplémentaire. Ce qui est très important,
c'est de prendre conscience de ses peurs, mais aussi de ses forces, de ses faiblesses, pour identifier ce qui relève du rationnel et ce qui relève de la perception, de la sensation. Pour moi, la peur d'échouer, lorsqu'elle est analysée, décryptée, peut par exemple vous aider je dirais, à redoubler d'efforts et à travailler de façon plus rigoureuse et de façon plus structurée pour atteindre vos objectifs. La peur de faire des erreurs, au-delà du fait qu'elle est, pour moi, complètement légitime, elle peut aussi vous permettre de prendre conscience de certaines choses. C'est une émotion qui a toute sa place au cours de la vie d'un entrepreneur et je dirais à toutes les phases d'avancement d'un projet entrepreneurial. La peur, elle peut vous permettre d'étudier davantage tel ou tel aspect, d'analyser certaines choses de votre projet, d'identifier peut-être ses limites et peut-être d'identifier aussi certains niveaux de risque. Mais dans tous les cas, c'est important de mettre tout ça sur papier. Je dirais de se poser toutes ces questions en amont, d'en parler autour de soi, d'analyser la nature de ces peurs, encore une fois pour pouvoir mieux les appréhender, identifier leur rationalité et le niveau de risque associé. Et d'ailleurs, une des appréhensions qui revient souvent, c'est celle de savoir quand se lancer et de savoir si on a identifié le fameux momentum. J'en viens au deuxième point, identifier le bon moment. Alors, de façon générale, on pourrait dire que c'est jamais le bon moment, notamment parce que on regarde la situation économique, politique, on pense que son projet est voué à l'échec parce que les besoins du marché sont éphémères ou parce qu'ils vont être amenés à évoluer. Et pourtant, il y a beaucoup d'exemples de réussites qui ont pris, je dirais, qui ont pris racine au cœur des grandes crises économiques, comme le Monopoly, qui est né lors de la grande crise de 29, Apple, qui est né lors du premier choc pétrolier de 73, Facebook, qui a traversé cette crise des subprimes de 2007. Au final, pour moi, ce qui est le plus important, c'est pas de savoir si c'est le bon moment de se lancer, mais c'est vraiment d'identifier un besoin, une problématique spécifique qui vaille vraiment la peine d'être résolue. Bien sûr, il y a cette fameuse, cette traditionnelle analyse de marché pour identifier les solutions existantes, mais je ne parle pas de ça. Je parle vraiment d'approches et de méthodologies concrètes pour qualifier des besoins et identifier ce qu'on appelle des pain points de la part de nos potentiels utilisateurs. Quand je parle de pain points, je parle ici, je fais référence à des points de douleur. On va en parler tout à l'heure, mais c'est un point extrêmement important de pouvoir identifier des problèmes en menant ce qu'on appelle des entretiens orientés utilisateurs ou des entretiens orientés problèmes. Et une des choses qui revient souvent sur la table, c'est aussi la question de la personnalité. Et donc voilà, ce que je disais, c'est que c'est un sujet qui revient assez souvent de savoir voilà, qui on est, quel est son état d'esprit, quelles sont mes forces et mes faiblesses, comment est-ce que je travaille en groupe, est-ce que je suis un inspirateur, un médiateur, un aventurier, est-ce que j'ai un véritable sens du relationnel. Une des premières choses que j'ai faites lorsque j'ai cofondé ma startup Vact en 2018, ça a été vraiment de faire un test de personnalité pour prendre conscience de mes forces, de mes faiblesses, pour les mettre en perspective aussi avec celles de mon associé. Et l'idée, c'était aussi d'identifier nos complémentarités. Et j'ai trouvé les résultats de ce test extrêmement pertinents. Le test, il a par exemple mis en valeur que j'étais quelqu'un de curieux, que je suis quelqu'un qui est à l'aise globalement face au statu quo. J'ai besoin d'être stimulé intellectuellement pour rester focus sur ce que je fais. Et le test, il a aussi mis en lumière, ou en tout cas, il a mis des mots sur des ressentis, sur des perceptions, et il m'a permis, moi, de prendre davantage conscience de ma personnalité. Donc surtout, n'hésitez pas à faire des tests en ligne. Je peux vous conseiller un test qui s'appelle 16 Personalities, qui vous apportera un éclairage sur qui vous êtes. Et très vite, voilà, arrive ensuite le sujet de la vocation. Est-ce que sur la base de ce test, j'ai véritablement une âme d'entrepreneur? Et donc, j'en viens au quatrième point, stimuler sa vocation. Quand on pense à stimuler sa vocation, ou en tout cas à cette notion voilà, de vocation, on pourrait se poser la question de savoir si on est fait pour ça,
si on est capable de se lancer dans ce nouveau défi, est-ce qu'on sera capable de faire face? Pour savoir si l'entrepreneuriat, je dirais, correspond à vos aspirations, je vous encourage vraiment fortement à participer à un Startup Weekend pour rentrer en complète immersion dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, il s'agit de créer un projet de startup en 48 heures. En gros, vous vous associez le vendredi soir avec d'autres entrepreneurs, plus ou moins expérimentés. Certains n'ont pas du tout d'expérience, sur la base d'une idée qui aura été choisie au préalable et le chrono est lancé. En gros, vous devez, du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, définir les tenants et aboutissants de votre idée, qualifier la problématique qui vous intéresse, définir le segment client que vous visez, mettre en place un premier prototype, tester vos hypothèses, adapter votre projet et préparer une démo que vous allez devoir présenter devant un jury le dimanche soir. Et chaque équipe s'organise comme elle le veut. L'idée, c'est de progresser le plus rapidement possible et efficacement dans un temps limité. Et vraiment, tout y est. Adrénaline, esprit d'équipe et mise en condition réelle. Et vous serez vraiment amené à tester un projet de création d'entreprise grandeur nature. Et ça vous permettra peut-être de prendre conscience de la façon dont vous interagissez aussi avec les autres, de votre capacité peut-être à gérer la pression et à prendre conscience aussi de votre capacité, de vos compétences et de savoir si c'est vraiment un sujet, si vraiment l'entrepreneuriat est un sujet qui vous intéresse. Et bien sûr, vous apprendrez à vous familiariser avec le vocabulaire entrepreneurial. Il suffit juste de se connecter sur le site Startup Weekend et vous pouvez choisir différents startups week-end. Il y en a qui sont à peu près dans tous les pays en Europe. Et vous vous inscrivez, vous avez généralement le retour. Ça se fait automatiquement, il n'y a pas de test à l'entrée. Vous expliquez juste en quelques mots quelles sont les compétences que vous pensez apporter. Si vous avez une idée, parce que vous avez la possibilité de soumettre des idées. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, ou peut-être une dizaine de jours plus tard, vous recevez un retour où on va vous présenter l'ensemble des idées qui ont été soumises. Et là, vous aurez la possibilité de les choisir. En revanche, la création des équipes se fait, est gérée en tout cas par l'équipe du Startup Weekend. Voilà, ça va remettre en cause le statu quo. Alors bien sûr, en tant qu'entrepreneur, vous apprendrez à remettre en question un certain nombre de choses. Et en tant qu'entrepreneur, je dirais que c'est super important de ne pas avoir de pensée limitante, mais de mener vos propres expérimentations sans vous laisser influencer par telle ou telle impression, par telle ou telle personne. Pour moi, entreprendre, c'est vraiment l'art d'émettre des hypothèses et de les tester pour pouvoir les convertir en certitudes. Donc, l'idée, c'est vraiment de dérisquer toutes les phases de développement de votre projet et donc de limiter le risque de vos projets ou de création d'un nouveau business model. Et pour ça, on utilise le Lean Canvas que je présenterai un peu plus tard, plus en détail, mais qui en quelques mots est un outil qui vous permet de tout mettre sur papier, toutes vos idées, vos projets sous forme d'hypothèses. Et une fois que vous avez rempli ce Lean Canvas, le but, c'est pas de savoir si vous avez la bonne idée, mais c'est de tester vos hypothèses étape par étape. Et bien sûr, l'hypothèse la plus critique, c'est celle des problèmes et des besoins que vous avez pu identifier. Et donc, j'en viens à introduire la notion de Customer Discovery que vous voyez en haut à droite sur ce slide, qui est une notion extrêmement importante qui a été introduite par un grand entrepreneur américain qui s'appelle Steve Blank et qui explique l'importance d'aller échanger avec ses clients, même si vous pensez les connaître. Donc, même si, par exemple, vous êtes prof de français et vous décidez de lancer un nouveau service pour pouvoir proposer des cours de français en ligne, même si vous avez l'habitude d'échanger avec vos clients, l'idée, c'est vraiment de mener ce qu'on appelle des entretiens orientés problèmes pour pouvoir poser des questions, analyser les besoins de vos utilisateurs. Et le but, c'est vraiment de pas les convaincre, mais vraiment de comprendre la nature de leurs problèmes. Et si c'est des clients que vous ne connaissez pas encore, ou s'il s'agit de créer un projet, un tout nouveau projet pour lequel vous ne savez pas encore s'il sera viable et s'il sera scalable, donc si vous serez capable de le passer à l'échelle, à ce moment-là, c'est aussi intéressant
de savoir quelles sont les solutions existantes qu'utilisent vos potentiels utilisateurs. Si vous créez une plateforme de partage de vidéos et de fichiers à l'image de Dropbox, Dropbox s'est certainement posé la question de savoir quelles étaient les solutions existantes et savoir si elles étaient véritablement utilisées. Et puis ensuite, il y a un deuxième point qui est très important, c'est ce que j'appelle le early prototyping. Et donc là, j'introduis la notion d'entretien orienté utilisateur parce que, bien sûr, en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur, vous allez être amené à créer ou en tout cas à savoir, à identifier si le projet que vous avez, sur lequel vous souhaitez vous positionner a une réelle répercussion et suscite un réel intérêt de la part de vos utilisateurs. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir concevoir une démo et ou un prototype pour pouvoir montrer à quoi va ressembler votre service le plus rapidement possible avant même de l'avoir créé. Et donc, on met en place des entretiens orientés solutions pour identifier ensuite, à travers la présentation du service, ce qui a plu à vos utilisateurs, ce qui leur a déplu, ce qu'ils ont aimé et ce qu'on pourrait améliorer. Voilà, mais c'est un sujet voilà, que je viens d'effleurer, mais il faudrait bien sûr le présenter beaucoup plus en détail pour pouvoir bien appréhender les tenants et aboutissants et la force de ces entretiens orientés de problèmes et orientés de solutions qui ont été introduits par un entrepreneur américain qui s'appelle Ash Maurya. J'en viens au point compétences versus passion. Je trouve qu'il est toujours super pertinent aussi de se poser la question de ses compétences, de mettre vraiment par écrit ce que vous savez faire, ce que vous maîtrisez moins, et aussi pour que vous puissiez aussi vous poser la question si vous décidez de vous lancer seul ou à plusieurs. Si vous décidez de vous appuyer sur vos compétences, vous gagnez bien sûr en crédibilité vis-à-vis de vos potentiels utilisateurs. Vous vous positionnez en tant que sachant, mais peut-être vous avez moins de plaisir, moins de motivation à vous lancer. Et si au contraire, vous avez vraiment une passion pour quelque chose, mais peut-être moins de compétences, vous aurez certainement l'envie de vous lancer et peut-être vous former pour développer vos compétences, mais vous pourriez peut-être aussi être amené à réaliser que c'est finalement la partie technique qui vous intéresse le moins. On parle souvent de deux types d'approches en entrepreneuriat. Il y a ce qu'on appelle l'approche technicienne, c'est-à-dire que je pars de mes compétences techniques pour lancer mes activités, et l'approche entrepreneuriale, c'est-à-dire que je pars de mes compétences d'entrepreneur pour créer un business. J'évoquerai d'ailleurs un peu plus tard les compétences clés en entrepreneuriat. Mais dans tous les cas, c'est super important que vous puissiez lister l'ensemble des activités liées à la mise en place de votre projet pour vraiment identifier les compétences nécessaires dont vous aurez besoin. Donc, par exemple, si vous décidez de lancer un service de massage à domicile, c'est important d'identifier ce dont vous aurez besoin en termes de savoir-faire, que ce soit vos capacités à vendre le service, à entrer en communication avec vos potentiels utilisateurs, à développer un site internet, à décrire votre offre et bien sûr vos capacités à réaliser des massages. Mais dans tous les cas, c'est vraiment important que vous posiez cette question et que vous puissiez mettre tout ça par écrit. Le sujet du solo entrepreneur, vous êtes peut-être déjà posé la question de savoir si vous voulez vous lancer seul ou à plusieurs. On parle de cette fameuse solitude de l'entrepreneur. Est-ce que je veux monter mon projet tout seul? Est-ce que au contraire, je veux m'associer? Alors bien sûr, si vous décidez de vous lancer seul, vous avez l'avantage de rester maître de vos décisions et bien sûr de dépendre de personne. Vous progressez à votre vitesse. Vous ne serez pas bien sûr retardé par les effets d'inertie liés à la dynamique d'un groupe. Et à l'inverse, si vous décidez de vous lancer à plusieurs, vous bénéficierez sans doute aussi d'énergie et des compétences des autres. Vous serez challengé certainement par vos collaborateurs, mais vous risquez peut-être de faire face à des conflits, à des phases de ralentissement et peut-être aussi à des problèmes d'association. Et donc ici, je voudrais introduire 3 compétences clés en entrepreneuriat qui peuvent au passage être portées par une, 2 ou par plusieurs personnes. Et si vous êtes seul, bien souvent, on est amené à endosser tous ces rôles. Mais on a coutume de dire qu'en entrepreneuriat, il y a 3 compétences clés. On parle de la vision business, donc c'est celui qui apporte la vision d'entreprise et qui est capable de répondre à ces questions. Où allons-nous et comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? Donc, c'est celui qui donne vraiment cette vision globale et qui est capable de définir une feuille de route. Il y a celui qui introduit, qui a des compétences plutôt produits, donc qui apporte cette vision produit et qui sera en charge de
de la mise en place de la solution en lien avec les attentes, les besoins des utilisateurs. Et puis, il y a celui qui apporte les compétences techniques, et donc qui a cette vision technique pour pouvoir répondre aux besoins identifiés. Et c'est lui qui va être, par exemple, capable d'écrire un programme informatique ou qui sera capable d'offrir tel ou tel service. Si, par exemple, vous décidez de proposer des cours je ne sais pas, une formation à la traduction, techniquement, vous devez être aussi capable de pouvoir faire de la traduction. Si vous proposez des cours de français, pareil, des cours de yoga, il y a aussi la dimension technique qui est importante. Dans tous les cas, que vous soyez seul ou à plusieurs, c'est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes. L'idée, c'est que vous ayez en permanence des personnes bienveillantes autour de vous, des personnes qui seront capables de vous challenger et qui seront capables de vous supporter vraiment dans le sens positif du terme. Et d'ailleurs, il y a une citation, ou en tout cas une phrase de l'ancien CEO de Twitter qui s'appelait Jack Dorsey, qui était intéressante et qui a dit « Tout le monde a une idée, mais ce qui est plus important, ou la question la plus importante, c'est de savoir comment implémenter cette idée et attirer les bonnes personnes pour pouvoir améliorer cette idée. » Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de dire que ce n'est pas la question de se poser si vous avez une bonne idée, mais c'est vraiment de trouver les personnes bienveillantes, les personnes qui sauront vous challenger, qu'elles soient dans votre équipe ou pas, mais sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour pouvoir déployer votre projet. Il y a un autre point dont je voudrais parler aussi, c'est l'importance de communiquer autour de vous, l'importance de rejoindre des groupes de réseaux sociaux, de participer à des événements, qu'ils soient physiques ou en ligne. N'hésitez pas aussi à aller travailler dans des espaces de coworking, peut-être aussi à écrire des articles, mais également à parler de vos projets à vos proches. Il y a un événement qui est ou en tout cas, oui, un événement qui a lieu assez régulièrement, une fois par mois, qui s'appelle Find Your Co-Founder, qui a été créé en 2018, pardon, par David Marquez et qui a pour vocation à aider les entrepreneurs à rencontrer des associés. En gros, c'est une plateforme qui facilite les rencontres entre ceux qui veulent créer des projets de création de start-up et qui met en relation des professionnels pour pouvoir partager et pour pouvoir partager des best practices et être capable et s'entourer des bonnes personnes. En Allemagne, il y a aussi un site qui est vachement pertinent, ou en tout cas un groupe Facebook qui s'appelle Sidepreneur, qui a été créé pendant la pandémie et qui vise à mettre en relation, je dirais, celles et ceux qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés, mais qui font face à des difficultés, que ce soit des problèmes d'admin, des problèmes de légal, que ce soit du business development, du commercial, mais aussi des sujets de taxes et d'imposition. Il s'agit vraiment de s'entourer, ce que j'appellerais vraiment des bonnes personnes, des gens qui ont déjà une expérience, déjà qui ne sont pas forcément des amis, parce que vous avez besoin aussi d'une certaine subjectivité dans les échanges. Mais c'est vraiment extrêmement important de pouvoir trouver des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour être challengé. Alors, bien sûr, l'idée, c'est de trouver des gens qui ont vraiment, qui ont déjà peut-être déjà créé des projets entrepreneuriaux, des gens qui ont déjà créé des boîtes, des gens peut-être aussi trouver des coachs, donc des gens qui font du mentoring et qui sont capables de vous challenger et de vous poser les bonnes questions. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut faire attention et qu'il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. On a des gens dans son entourage qui ont vraiment, en tout cas, je trouve, qui peuvent avoir une vision d'entrepreneur et qui sont capables de partager des points de vue très, très pertinents, et d'autres qui ont, je ne sais pas, peut-être connu le salariat toute leur vie et qui sont rentrés dans des modes de pensée qui sont peut-être plus éloignés des besoins que vous allez avoir en tant qu'entrepreneur. Valider engagement et alignement. Donc, bien sûr, si vous décidez de vous associer, pour moi, c'est vraiment super important de vérifier ces deux points-là que représentent l'engagement et l'alignement. Alors, quand je parle d'engagement, je parle de l'effort de chacun en termes de temps. Quels sont combien d'heures par semaine vos potentiels associés sont prêts à passer? Est-ce qu'ils sont prêts à travailler à temps complet? Est-ce qu'au contraire, ils prévoient de travailler dans un premier temps 2 jours par semaine, par exemple pendant 3 mois?
Est-ce qu'ils veulent travailler en présentiel, en distanciel? C'est extrêmement important que vous puissiez en amont et en avance de phase avec vos potentiels associés échanger, discuter sur ces points-là pour savoir voilà, s'ils ont envie peut-être de plus de pour aussi identifier en gros ce qui les intéresse à travers la création d'un projet entrepreneurial. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent plus de liberté? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent quitter le salariat? Est-ce que c'est véritablement une passion? L'idée, c'est que vous puissiez derrière identifier et peut-être aussi, je vous encourage à poser la question de savoir s'ils sont prêts à s'investir davantage, si le projet prend de l'ampleur. Et si oui, de quelle façon? Est-ce qu'ils sont prêts à s'investir, à investir davantage de temps? Est-ce qu'ils sont prêts à investir aussi peut-être de l'argent dans un second temps? Et puis, ce deuxième point qui est l'alignement. Et donc, là, je trouve que c'est extrêmement pertinent d'identifier les complémentarités dans les compétences entre les associés, entre les membres fondateurs, voilà, pour savoir aussi s'ils seront, si vous avez vraiment les mêmes attentes en termes de développement. Est-ce que pour tous les deux, c'est véritablement pour tous les trois, pour tous les quatre, est-ce que c'est véritablement un projet de vie? Est-ce que c'est une envie de devenir indépendante? Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que par expérience et pour avoir aussi travaillé avec un certain nombre d'entrepreneurs, notamment dans le cadre de la startup que j'avais créée Vact, où on avait créé un réseau d'entrepreneurs, on considère que s'associer à 2, 3 personnes, ce sont des bons chiffres. Au-delà, ça commence à être plus compliqué en termes de gestion. Cette notion d'alignement et d'association est vraiment ultra importante parce que voilà, il faut savoir que c'est une des premières raisons d'échec en startup et c'est vraiment lié à un manque d'alignement. Il y a 23% des startups qui échouent en France parce qu'elles n'ont pas réussi à construire la bonne équipe. J'en viens au point suivant, être entrepreneur ou être gestionnaire. C'est un autre élément qui fait partie pour moi intégrante aussi de la réflexion. Et donc, qui consiste vraiment à se poser la question si on a envie de monter un projet de toute pièce ou si on a plutôt envie de gérer le fonctionnement opérationnel d'un projet. Si vous décidez par exemple de créer un espace de co-living, est-ce que c'est la conception, la mise en place du projet qui vous attire ou est-ce que vous avez envie de gérer au quotidien le fonctionnement opérationnel de cet espace de co-living et bien sûr gérer tous les imprévus qui vont avec? Je trouve que c'est vraiment une question qu'on doit se poser avant de se lancer. Et d'ailleurs, et c'est l'objet de ce slide, est-ce que vous connaissez la différence entre une startup et une entreprise? Une startup, c'est une organisation qui est à la recherche d'un business model. Alors qu'une entreprise, c'est une organisation qui a déjà trouvé ou qui a déjà identifié un business model qui est validé et qui est viable. Si par exemple, vous décidez de créer un restaurant, a priori, vous réutilisez un business model qui existe. On sait que c'est un système, on sait que c'est un service où voilà, vous proposez un certain nombre de plats, d'entrées, de desserts, et vous avez des clients qui vont payer à la fin du repas. C'est un système, c'est un business model qui est valide, qui fonctionne et qui a priori est viable. À l'inverse, si vous décidez de créer, si je reviens quelques années en arrière, un service de vidéo on demand, clairement, c'est un business model qui n'existait pas il y a quelques années ou il y a peut-être une dizaine d'années. Et donc, les entreprises qui se sont positionnées ou les startups qui se sont positionnées là-dessus étaient véritablement à la recherche d'un business model qu'elles devaient identifier et pour lequel elles devaient vérifier qu'il s'agissait véritablement d'un business viable. Mon 10e point, savoir écouter et cultiver sa curiosité. Je trouve qu'il est extrêmement important quand on entreprend, quand on développe ses activités, de ne jamais avoir de pensée limitante, de ne pas imaginer pendant des semaines ce qui pourrait se passer dans telle ou telle situation, mais tout de suite d'essayer de tester. Et donc, j'en reviens à cette notion que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure de Customer Discovery. L'idée, c'est de ne pas imaginer la façon dont vos utilisateurs pourraient agir, réagir face à vos services. Mais l'idée, c'est vraiment de poser des hypothèses et tout de suite de sortir des bureaux et d'aller tester. Et d'identifier s'il y a un vrai problème, savoir qui a ce problème, est-ce qu'il y a un nombre significatif de personnes qui sont concernées, qu'est-ce qu'elles font pour résoudre ce problème, et identifier s'il y a des solutions existantes et de savoir pourquoi est-ce que vos potentiels utilisateurs
ne les utilisent pas ou si elles les utilisent, qu'est-ce qui leur déplaît et qu'est-ce qui leur manque à travers ces solutions existantes. C'est vraiment la grande question à te poser, c'est est-ce qu'il y a un marché? Donc vraiment, soyez curieux de tout, essayez de vous affranchir de vos filtres. N'hésitez pas, quand vous échangez avec vos potentiels utilisateurs, n'hésitez pas à poser la question du pourquoi. On parle souvent des 5 pourquoi et de vraiment poser ces pourquoi en cascade pour identifier en quoi ça correspond à une vraie problématique pour vos utilisateurs. Bien sûr, et c'est là où je voudrais aussi aborder aussi la notion de l'écoute des autres, de l'écoute des utilisateurs, qui est extrêmement importante. Alors bien sûr, prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, toutes les critiques, mais surtout, soyez à l'écoute et essayez de rester vraiment focus sur les échanges que vous pouvez avoir, sur les remarques qu'on peut vous faire, et essayez d'intégrer tout ça. Je vous propose ici de vous présenter une petite vidéo. Voilà. Donc, le message que je voulais vous transmettre à travers cette vidéo, c'est vraiment l'importance de l'écoute, faire attention à l'environnement dans lequel vous êtes et essayer d'identifier peut-être ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles sur des comportements, sur la façon dont vos utilisateurs réagissent par rapport aux questions que vous posez, sur leurs expressions de visage et vraiment de pouvoir observer leur comportement et leur façon de réagir. Progresser rapidement ou tuer l'idée. L'idée, vraiment, quand on crée un projet entrepreneurial, c'est vraiment aller chercher de la valeur le plus rapidement possible. Donc vraiment, pas de surqualité. Avant de réaliser chaque tâche, c'est important de se poser la question, est-ce qu'elle va véritablement apporter de la valeur à mon projet? Est-ce qu'elle est indispensable et est-ce que c'est indispensable que je m'en occupe maintenant ou est-ce qu'il y a d'autres priorités? L'image que je vous présente en haut à gauche, elle fait référence à la règle du 80-20. Alors, je ne sais pas si vous êtes peut-être familier déjà avec cette règle que je trouve extrêmement pertinente et vraiment vraie. Il s'agit du principe de Pareto, donc un sociologue et économiste italien de la fin du 19e et qui est parti de l'observation que 80% des effets proviennent en général de 20% des causes. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point cette observation est vraie. Très souvent, 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise, elle provient de 20% de ses clients. De la même façon, 80% des efforts, ou en tout cas des résultats d'une activité ou d'un service proviennent de 20% des efforts investis. Et je trouve vraiment que cette observation, elle est incroyablement vraie. Il y a un autre point aussi que je veux aborder avec vous, je voudrais vous présenter cette petite vidéo, c'est le Think Quick and Dirty. Et c'est vraiment quelques mots qu'on utilise beaucoup dans l'univers entrepreneurial. L'idée, c'est de se dire que vous n'avez pas besoin d'investir pour vous lancer. Pas besoin d'investir d'argent. L'idée, c'est de trouver la meilleure façon de monter votre produit, votre service le plus rapidement possible et de montrer à quoi va ressembler ce service ou ce produit avant même de l'avoir créé. Que ce soit pour créer un restaurant, vous pouvez décider de louer par exemple un food truck et d'aller vous installer sur un marché et de commencer à vendre un concept gastronomique et donc différents plats et de voir comment les gens réagissent. L'idée étant bien sûr que vous puissiez obtenir des feedbacks. Et de la même façon, si vous créez un projet digital, vous pouvez aussi très rapidement concevoir un produit ou en tout cas représenter le service avant même de le développer, mais être capable de concevoir un prototype et donc de permettre à vos utilisateurs
d'identifier à quoi va ressembler le produit dans sa version finale avant de l'avoir construit. Et donc là, je vous présente cette vidéo. Voilà, ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo, c'est qu'on peut très rapidement concevoir un prototype sans passer beaucoup de temps. Vous avez vu là en 12 secondes, la représentation euh, de ce dessin et à quel point on arrive déjà à reconnaître les contours du personnage alors qu'il a fallu seulement 12 secondes. Et dans tous les services, produits que vous serez amené à concevoir, vous pouvez utiliser cette technique et derrière, aller voir vos potentiels utilisateurs pour qu'ils puissent imaginer et se projeter dans le service que vous allez concevoir et déjà récupérer les premiers retours utilisateurs. Voilà, et à travers, pour finir pour ce point, progresser rapidement ou tuer l'idée. L'idée, c'est vraiment, enfin le but de tout ça, c'est vraiment apprendre à prioriser, définir une roadmap, savoir si vraiment ça vaut la peine de se lancer. Est-ce que le sujet sur lequel je travaille apporte véritablement de la valeur? Est-ce que mon business va dépendre de cette activité ou de cette fonctionnalité que je veux créer? Encore une fois, pas de surqualité. J'en viens au 12e point, savoir traverser des périodes de doute. Alors bien sûr, vous serez amené à traverser les périodes de doute, comme tout entrepreneur. Je vous propose de regarder d'abord le premier schéma, la courbe du doctorant, la courbe du chercheur avec sa thèse. C'est une courbe intéressante, je trouve, qui retranscrit les impressions de progression d'un chercheur qui rédige sa thèse, à l'image d'un chercheur vraiment qui se lance dans la rédaction d'une thèse en tant qu'entrepreneur. Vous démarrez votre projet avec plein d'énergie. Et bien sûr, au fur et à mesure que le temps passe, vous êtes amené à faire face à différentes difficultés, à des obstacles qui peuvent vous donner parfois cette sensation de vous retrouver au pied du mur, de vous retrouver dépassé par les événements. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'apprendre à traverser des périodes de doute, en tout cas pour moi, fait vraiment largement partie des choses à découvrir et à appréhender en tant qu'entrepreneur. Et je trouve que c'est exactement, ou en tout cas c'est précisément dans ces moments qu'il faut savoir remettre les choses en perspective. Prendre du recul sur vos activités, repenser vos priorités, se poser des questions sur les choix que vous avez pris, repenser aussi à vos accomplissements, à vos efforts réalisés, analyser bien sûr vos réussites. Le but, c'est vraiment que vous puissiez, je dirais, rationaliser vos pensées. Et seulement, si nécessaire, et vraiment après y avoir longuement réfléchi, n'ayez pas peur de changer de cap et donc de pivoter. Et donc là, je vais introduire brièvement la notion de pivot à droite de ce diagramme. Peut-être je commence par un exemple. Je ne sais pas si vous saviez, mais YouTube, quand ils ont lancé leur service, ils avaient pour plan initial de proposer un service de dating en ligne pour permettre en gros aux utilisateurs de partager des vidéos pour faire connaissance. Et en fait, sur la base des retours utilisateurs, ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de repenser entièrement leur service de visionnage et de partage des vidéos parce qu'ils ont réalisé qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui n'utilisaient pas ce service pour du dating, mais juste parce qu'elles voulaient simplement échanger, partager des fichiers, des vidéos avec des volumes très importants. Et donc YouTube a pivoté et c'est exactement la notion de pivot voilà, qui a été introduit par un autre grand entrepreneur américain qui s'appelle Eric Ries et qui a imaginé les différentes façons dont une organisation en phase de création peut s'adapter ou en tout cas peut adapter sa stratégie de développement en cours de route. Et donc là, j'ai présenté 4 types de pivots qui permettent de réajuster ses activités, par exemple en fonction des problèmes que vous êtes amené à identifier
peut-être que les problèmes que vous avez préalablement identifiés sont un peu différents et peut-être que les besoins du marché sont aussi différents et peut-être que le customer segment est un petit peu différent. Dans tous les cas, cette notion de pivot et cette notion de modification de votre stratégie d'entreprise, elle doit s'appuyer sur des apprentissages. Et donc, j'en viens au point de documenter ces apprentissages. C'est vraiment super important de pouvoir en permanence faire des essais, tester ce que vous souhaitez mettre en place avec vos clients, de récupérer du retour d'expérience, de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc là, souvent, je trouve qu'il est très pertinent d'introduire des tableaux de bord qui regroupent ce que j'appellerais des indicateurs de progression pour savoir où vous en êtes. Si par exemple, vous mettez en place un site internet pour proposer des cours d'anglais par vidéo, vous allez devoir identifier le nombre de personnes qui naviguent chaque semaine sur votre site internet, le nombre de personnes qui vous contactent pour avoir des renseignements et qui entrent donc dans ce qu'on appelle la phase d'activation, le nombre de personnes qui s'enregistrent, le nombre de personnes qui achètent votre service, sans parler bien sûr du nombre de personnes qui réutilisent régulièrement votre service et ceux qui le recommandent à leur entourage. Et vous devez vraiment en permanence être capable de mesurer et d'appréhender les comportements de vos utilisateurs pour pouvoir vraiment faire des apprentissages et évaluer de quelle façon vous pourriez être amené à pivoter et donc adapter votre stratégie de développement. Il y a une citation intéressante d'une dirigeante d'entreprise américaine qui est actuellement directrice de la mise en œuvre de la station F à Paris. Et donc, la station F, c'est le plus grand incubateur en France, qui s'appelle Roxane Varza, et qui a dit 90% des entrepreneurs, ou en tout cas des problèmes d'entrepreneurs, sont résolus par d'autres entrepreneurs. Et je trouvais cette phrase extrêmement importante parce que c'est vraiment aussi une façon de faire des apprentissages, d'apprendre des autres entrepreneurs. Et donc, j'en reviens sur le point d'avant, savoir s'entourer des bonnes personnes fait aussi partie de la stratégie à avoir. Et je trouve aussi intéressante la citation de Nelson Mandela qui a dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». J'en viens donc à l'avant-dernier point, définir un cadre de travail. Donc pour moi, c'est aussi super important de pouvoir, quand vous travaillez, vous définir des plages horaires de travail pour telle ou telle activité. Si vous décidez de faire du business development, mettez-vous à fond sur du business development. Mais ne cherchez pas à passer un quart d'heure à faire du business development, un quart d'heure à développer votre produit, un quart d'heure à répondre à vos mails. Essayez de vous mettre en place des plages de travail. Il y a une technique que je trouve intéressante, qui est la technique Pomodoro, qui est une technique qui a été développée à la fin, dans les années, je crois, 1980, par un certain Francisco Cirillo, et qui consiste en gros à créer des sessions de travail ininterrompues de 25 minutes pour maintenir un haut niveau de concentration. Mais ça, je trouve que c'est une technique qui est assez intéressante, que j'ai déjà utilisée, et même quand on est plusieurs, quand on est amené à réfléchir sur un sujet, on met un chronomètre, et on se laisse 25 minutes pour discuter d'un sujet, et au bout de 25 minutes, on définit si oui ou non on se remet une tranche de 25 minutes ou si on change de sujet. Mais en tout cas, ça donne vraiment une structure, une cadence de travail. Il y a un autre effet qui est intéressant, c'est l'effet de Zeigarnik, qui a été découvert beaucoup plus tôt dans les années 20. En gros, le principe, c'est que toutes les tâches qui sont en cours et donc pas encore achevées, et même les plus petites, ont un effet négatif sur les autres. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir lister toutes les tâches que vous avez et de décrire un plan de réalisation pour chacune des tâches que vous devez réaliser pour soulager votre esprit. Vous êtes peut-être déjà, ou plusieurs fois, je pense qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation où on est en train de faire quelque chose et on se rend compte qu'en fait, on a encore 10 autres tâches derrière à réaliser. Et du coup, on n'arrive pas à progresser parce que notre esprit est en permanence perturbé par toutes ces pensées négatives, ou en tout cas par toutes les autres tâches qu'on doit réaliser. Et donc vraiment, pour l'utiliser maintenant au quotidien, je trouve que cet effet de Zeigarnik est assez incroyable et pour moi permet vraiment de soulager mon esprit parce que je note toutes mes tâches et que je note ce que je dois faire pour chaque tâche. Je mets un ordre de priorité et à ce moment-là, je peux me lancer et me dédier à fond sur la tâche du moment.
il y a bien sûr, quand je parle de la notion de cadre de travail, je pense bien sûr à la méthodologie Scrum. Si vous décidez de travailler à plusieurs, c'est une méthodologie qui est euh, ultra performante pour pouvoir vous attribuer des tâches entre plusieurs associés. Vous définissez un cadre de travail et un temps pendant lequel vous souhaitez réaliser des tâches. Par exemple, vous définissez une période de 2 semaines qu'on appelle un sprint. C'est pendant 2 semaines, vous serez amené à vous définir des tâches et des activités que vous serez amené à livrer à la fin des 2 semaines. Tout type de tâches. Et vous avez au milieu de ces 2 semaines, donc une semaine après généralement, ce qu'on appelle un scrum et donc une mêlée, à l'image de la mêlée de rugby, où en fait vous vous retrouvez tous une semaine après avoir défini et attribué les tâches pour savoir où vous en êtes, ce qui a été fait, ce qui reste à faire et si vous pensez pouvoir réaliser les tâches restantes avant la fin du sprint et donc avant la fin des 2 semaines. J'en viens au dernier point, manager ses ambitions d'entrepreneur. Ce qui est ultra important en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir se définir des objectifs qui vous semblent atteignables. Donc, n'hésitez pas à vous définir des objectifs concrets qui vous permettent vraiment de mesurer le niveau de progression de vos activités et de l'adéquation entre le service ou le produit avec le segment client que vous visez. Et essayez de garder en tête que vos objectifs ils doivent être simples, faciles à suivre et limités dans le temps. Vous pouvez définir des objectifs business en termes de marketing, en termes de sales, des objectifs produits, des objectifs services, enfin des objectifs de service pour l'organisation, la gestion de vos ressources. Et bien sûr, vous pouvez introduire des KPIs ou ce qu'on appelle des OKR, qui sont, alors les KPIs, ce sont des indicateurs de performance qui permettent de mesurer des objectifs spécifiques. Je parlais tout à l'heure de celui qui crée son site internet et qui va vouloir identifier le nombre de personnes qui se connectent sur son site chaque semaine, le nombre de personnes qui commencent à poser des questions, le nombre de personnes qui s'enregistrent, le nombre de personnes qui achètent le service. Tout ça, ce sont des KPIs. Et puis les OKR, qu'on appelle les Objectives and Key Results, qui permet eux, de définir des objectifs à travers des actions concrètes et spécifiques. Je vous invite aussi, j'en parlais tout à l'heure, à utiliser le Lean Canvas, qui est un outil qui a été introduit par Ash Maurya, cet entrepreneur américain, et qui vise vraiment à déconstruire votre idée pour mieux l'appréhender. En gros, Ash Maurya, il s'est inspiré des travaux du Customer Discovery et du mouvement Lean Startup, lancé par Steve Blank et Eric Ries, dont je parlais tout à l'heure. Et c'est un outil qui est, je dirais, le format idéal pour imaginer différentes idées voilà, de création de start-up, mais aussi pour identifier, si vous avez déjà lancé vos activités et que vous êtes en cours, pour identifier là où vous en êtes. Faire vraiment un point de situation. Vous puissiez aussi voilà, remettre en question ou en tout cas vous poser des questions sur le développement de vos activités, savoir ce que vous avez appris, pouvoir être capable aussi de documenter ce que vous avez fait. Et il a l'avantage vraiment de mettre en perspective les problèmes complètement à gauche, les clients à droite et la valeur ajoutée. Et ça, je trouve que c'est une super façon de pouvoir se poser les bonnes questions et aussi de pouvoir intégrer ça dans la démarche que vous pourriez avoir en termes de marketing et en termes de vente parce que vous allez être capable de précisément vous adresser à un service, à un customer segment très, très spécifique. Si vous démarrez, c'est aussi pour moi l'outil idéal parce que ça vous permet de remettre à plat, ou en tout cas de mettre à plat toutes les tenants et aboutissants de votre idée et peut-être de vos idées. Et dans ces cas-là, je vous invite à créer plusieurs lignes Canvas. Et là, vous pourrez aussi classifier ces lignes Canvas. Priorité ou en tout cas avec un classement spécifique. Mais j'arrive sur le dernier point qui est apprenez aussi à manager les risques en tant qu'entrepreneur. Je parlais tout à l'heure de ce mindset de pouvoir avancer, progresser rapidement, mais bien sûr, à tout moment, identifier le niveau de risque associé, identifier le temps nécessaire, la complexité de réaliser telle fonctionnalité, d'ajouter tel service. Dites-vous qu'à chaque fois que vous ajoutez un service, une fonctionnalité, c'est du temps à investir, c'est des ressources derrière. Et vous devez en permanence vous poser cette question de savoir si
si vraiment il y en a une utilité et si votre segment client en a besoin. En général, quand on crée son prototype au tout début, on essaie ou en tout cas son service au tout début, on essaie de limiter le plus possible le nombre de fonctionnalités et encore une fois de ne pas faire de surqualité. En résumé, je vous propose voilà, vraiment si vous décidez de vous lancer ou si vous décidez de vous lancer en entrepreneuriat, faites preuve de rigueur, bien sûr, de discipline, soyez ambitieux, persévérez, mais surtout formez-vous. Formez-vous et essayez vraiment d'avoir soif de découverte et essayez de découvrir des méthodes d'entrepreneurs reconnus, de pouvoir les tester, entourez-vous de personnes capables de vous challenger. J'ai envie de dire aussi, soyez à l'écoute, essayez de réfléchir à la façon dont vous voulez développer vos services, vos activités, et essayez, à travers les expériences et à travers vos apprentissages et au retour d'expérience que vous récupérez de vos utilisateurs, de développer votre esprit critique. Essayez voilà, pour pour reparler des points d'avant, voilà, apprenez à manager vos peurs, questionnez votre personnalité, apprenez à remettre en cause le statu quo. Tout ça, c'est vraiment pour moi des éléments clés dans le mindset de l'entrepreneur. Voilà, soyez à l'écoute, cultivez votre curiosité et essayez en permanence de vous poser la question comment est-ce que vous pouvez progresser rapidement. N'hésitez pas encore une fois à pivoter, voire à tuer l'idée si vous vous rendez compte après vos apprentissages qu'il est plus sain d'améliorer, de développer, de repenser votre stratégie entrepreneuriale. Dans tous les cas, parlez-en avec les gens avec lesquels sur lesquels vous appuyez, des gens qui sont bienveillants, des gens qui ont peut-être déjà de l'expérience en matière de création de start-up. Et puis, analysez aussi vos indicateurs de performance, les fameux KPIs dont je parlais tout à l'heure. Et bien sûr, vous serez amené à traverser des périodes de doute. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais n'hésitez pas voilà, à vous imposer aussi des cadres de travail. Et pour chaque étape que vous réalisez, posez-vous systématiquement la question de savoir si elle est indispensable et si elle apporte vraiment une valeur ajoutée. Et si ce n'est pas le cas, remettez-la à plus tard. Mais voilà, pour terminer, vraiment, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment un monde magique qui est vraiment plein de rebondissements et qui est extrêmement stimulant. Donc vraiment, profitez à fond de ce monde passionnant et n'ayez pas peur, lancez-vous.